Je cherche des choses qui ont un rapport avec vos yeux ici. Un tableau avec une sorte de soleil-œil. Il y a l'oxymore qui est le soleil noir de la mélancolie. Et voilà, c'est écrit. C'est ça, exactement. C'est beau, hein? Il y a écrit Mélancolia. Voilà, Mélancolia, la ville noire. Plus ça va, plus je m'y refuse. Ça me semble être un confort, un faux confort, mais un vrai confort en fait. On voit tout à travers le prisme de la mélancolie, etc. Et puis finalement, quand on dit vous arrive une merde physique, donc, soit vous continuez dans cette voie qui me semble être assez peu favorable, soit vous décidez de basculer vers quelque chose de plus tourné vers la joie. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Je m'astreins à ça. J'essaye. En France, 1,5 million de personnes sont traitées pour glaucome. Le professeur Christophe Baudouin est chef de service au Centre national d'ophtalmologie de l'hôpital des 15-20. Il est aussi directeur de l'IHU Forsyth pour la vision. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a exactement le même nombre de glaucomes, parce qu'il y a des patients qui n'ont pas encore de glaucome, pas de neuropathie glaucomateuse, ou qui ont simplement une tension un peu forte, qui est traitée préventivement. Mais à l'inverse, il y a des patients qui ne savent pas qu'ils ont un glaucome, parce qu'ils ne ressentent absolument rien, qui n'ont pas été dépistés, et ces patients constituent probablement un contingent aussi important. Donc 1,5 million à 2 millions de personnes concernées directement par le glaucome, c'est probablement un chiffre exact. Je fais partie de ces 1,5 million à 2 millions de personnes concernées par le glaucome. Je l'ai découvert à 44 ans, et depuis lors, la question a été de savoir comment vivre avec cette maladie. Est-ce que je peux continuer à sortir, à travailler, à conduire, avec des yeux qui peu à peu me lâchent ? Car dans le cas d'un glaucome avancé, qui représente environ 5% des glaucomes, les gènes visuels sont nombreuses et ne simplifient pas ô que non la vie. Alors comment fait-on avec le glaucome ? Pas seulement individuellement, mais aussi à l'échelle collective. La société a-t-elle encore des progrès à faire pour inclure les personnes malvoyantes ? Au fond des yeux, le podcast qui change votre regard. 2e épisode, glaucome, un quotidien sous pression. Il existe des formes de glaucome à tous les âges. On connaît le glaucome congénital chez l'enfant qui vient de naître ou de quelques jours de vie. On connaît les glaucomes juvéniles chez les enfants très jeunes. Et puis on connaît les glaucomes classiques dits primitifs à angle ouvert qui apparaît vers la 4e, 5e décennie. Cette voix, c'est celle du professeur Antoine Labbé. Il est responsable du pôle ambulatoire de l'hôpital des 15-20 à Paris et du centre du glaucome de l'hôpital Ambroise Paré à PHP. Donc on peut avoir un glaucome à tout âge. Néanmoins, la présentation de ces glaucomes est très différente en fonction de l'âge. Quand on parle présentation, c'est-à-dire les symptômes présentés par le malade sont très différents en fonction des différents types de glaucome. Il faut savoir qu'au début de la maladie, le principal impact du glaucome, c'est un impact psychologique. Parce que quand on fait le diagnostic de glaucome à un patient, le patient va tout de suite s'imaginer une cécité à très court terme. Alors que pour la très grande majorité des patients, le glaucome n'entraînera pas de cécité, voire même aucun symptôme visuel si la maladie est bien prise en charge. Chez les patients qui ont des glaucomes plus évolués, on peut avoir des zones qu'ils ne voient pas. Et puis il ne faut pas imaginer que le patient qui a un glaucome voit des taches ou voit des taches noires. Le professeur Christophe Baudouin. En fait, ce sont des zones effacées. C'est un peu comme une aquarelle encore un peu fraîche, on aurait passé une éponge. Donc une espèce de zone un peu grise dans laquelle il n'y a pas de perception. Il faut imaginer qu'on a l'acuité visuelle qui est la vision du centre, et on a le champ visuel qui est l'ensemble de la périphérie. En fait, le sujet glaucomateux qui va avoir une atteinte importante va avoir des zones de périphérie où il ne verra pas. Et donc on peut aboutir à des patients qui vont avoir une vision qui va être excellente en termes d'acuité visuelle, ils vont voir des petits détails très précis, mais tout autour, il y a une espèce de brouillard, une zone floue, une zone de non-vision, et ça peut être extrêmement gênant, extrêmement invalidant. Je voudrais insister sur le fait qu'on peut avoir 10 dixièmes d'acuité visuelle et être profondément handicapé. Oui, c'est brouillant. Oui, il faut que je l'huile. Mais ils sont géniaux, c'est des vieux stores des années 60. Ils sont géniaux ces stores, j'adore. C'est increvable, mais par contre. Hein ? C'est increvable, mais c'est un peu sonore. Mais c'est increvable.
J'ai fait la bêtise d'installer mon bureau face à une fenêtre qui est très éclairée. Et effectivement, quand je travaille, j'ai trop de lumière. Donc je suis obligée de fermer les rideaux. Et oui, parce que là, là c'est très lumineux, quoi. Donc là... Là, vous avez une grande fenêtre qui donne en plein sur les toits de Paris en zinc. Ouais, voilà. Et donc, il m'arrive régulièrement, au mi-temps de la journée, de faire ça. Si je veux taper sur mon ordi ou si je veux écrire, il peut m'arriver de faire ça et d'allumer la lumière parce que, comme je suis photophobe, j'ai trop de lumière. Et là, il fait tout noir. Presque. Presque, il fait jamais tout noir complètement. Pour des raisons qu'on n'explique pas, les patients glaucomateux ont aussi une sensibilité très importante à la lumière. Il existe un double paradoxe de la lumière. Les patients glaucomateux sont souvent demandeurs d'éclairage important parce qu'une partie de la vision n'est pas transmise au cerveau et donc les zones qu'ils voient ont besoin d'une lumière accrue. Mais à l'inverse, trop de lumière, c'est quelque chose d'extrêmement gênant. Les phares de voiture sont épouvantables. En parallèle de ça, les patients glaucomateux peuvent être aussi gênés par les changements de luminosité. C'est-à-dire passer d'un endroit très lumineux à un endroit sombre, ou inversement, d'un endroit sombre à un très lumineux. Les sujets glaucomateux sont plus sensibles à ces changements, vont être plus gênés. On s'assoit ? Oui. Venez, bien sûr, dans le salon. Tiens, on se met là. Moi, je me mets là, dos à la lumière, où on se met là, c'est marrant comme ça. Ouais. Voilà. Vous êtes toujours dos à la lumière ? Oui, je suis dos à la lumière parce que si je me mets face à vous, je ne vous vois pas. Puisque vous êtes dos à la lumière, donc vous serez à contre-jour pour moi et je ne distinguerai pas votre visage. Voilà. Donc j'explique aux gens, quel que soit le contexte, je suis obligée de m'asseoir dos à la fenêtre. Donc quelquefois je fous en l'air des plans de table en disant oui mais moi je peux pas me mettre face à la fenêtre même si vous voulez que je voie le beau paysage parce que sinon je ne vous vois pas. Donc c'est ou l'arbre ou votre visage. Et vous tournez le dos au paysage alors ? Eh bien oui, je suis obligée de tourner le dos au paysage. Mais après quand je veux voir le paysage, je vais dans le paysage. Les difficultés visuelles au cours du glaucome peuvent avoir aussi des répercussions très importantes sur le plan social. Le plan social, par exemple, c'est le fait que quelqu'un qui vous serre la main, on ne le voit pas. Parce que la main tendue va se situer dans une zone floue. Et donc, la personne qui n'a pas pris la main qu'on lui tendait va évidemment se retrouver très mal à l'aise s'il le sait, ou son entourage va considérer qu'il y a un problème relationnel alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des patients qui, en se déplaçant, heurtent involontairement quelqu'un qui est à côté. Je me souviens d'une patiente m'expliquant qu'elle s'était fait véritablement insulter et quand elle avait dit « mais je ne vois pas sur les côtés, je ne vois pas bien », on lui a dit « je vous crois pas ». Donc on l'a traitée de menteuse. Donc ça, c'est un problème relationnel. Il peut y avoir toutes les sensibilités à la lumière, trop de lumière, pas assez de lumière, qui vont faire que quelqu'un dans un restaurant va voir extrêmement mal, extrêmement sombre, ou à l'opposé, ne va pas aller au cinéma parce que la luminosité de l'écran est telle, avec un contraste tellement fort, que c'est quelque chose d'extrêmement désagréable. Et puis, si on regarde également un champ visuel rétréci, eh bien devant un grand écran de cinéma, un champ visuel rétréci, ça oblige à balayer tout l'écran, c'est très difficile. Il peut y avoir des conséquences extrêmement graves. Par exemple, la conduite peut devenir très difficile, et je me souviens malheureusement d'un patient qui n'a pas vu un piéton qui a débouché sous son capot au dernier moment et qu'il n'a pas vu sur le côté. C'est un vrai risque, et c'est très difficile d'évaluer la capacité à la conduite chez quelqu'un qui a éventuellement des zones de non-vision, et c'est une sorte d'augmentation de l'angle mort qu'on a tous dans une voiture, mais qui va augmenter. Mes clés de voiture sont toujours là, à portée de main, mais je ne peux plus conduire la nuit où tout est en même temps trop sombre et trop lumineux, avec ces phares qui éblouissent. Mon glaucome a donc une incidence sur ma mobilité et sur mon autonomie, et ça, au quotidien. C'est exactement ce que cherche à comprendre Ariel Zenouda, de la société privée Street Lab, installée au cœur de l'Institut de la Vision. Okay, on va aller à droite. Il est ingénieur en contrôle moteur et chef de projet, et il collabore notamment avec les professeurs Baudouin et Labbé, que vous venez d'entendre. Et donc, Notre simulateur de conduite. le simulateur de conduite, d'accord. Le mieux, c'est que vous vous installiez
Ici, des installations immersives permettent d'évaluer, grâce à la réalité virtuelle notamment, les comportements des patients souffrant d'un glaucome, qu'ils se déplacent à pied dans une rue artificielle, d'où le nom de Street Lab, ou en voiture, avec un simulateur de conduite. On est dans une pièce carrée, aux vitres complètement opaques, avec 3 grands écrans qui font face à un siège de voiture, plus ou moins, avec un guidon et tout ce qu'il faut, des pédales de frein, d'accélérateur, embrayage. On a un volant avec retour d'effort, donc pour une immersion un peu plus réaliste de la conduite sur route. Donc on ressent vraiment les vibrations des pavés. Si on tape un trottoir, on va le ressentir dans le volant. Et puis également, on a une immersion sonore avec les baffles qui sont juste sous les écrans. Et l'immersion avec un écran à 180, donc 3 écrans. Tout ça qui est géré par un logiciel Scanner Studio qui va nous permettre vraiment de paramétrer nos tests. Donc soit on va rajouter de la circulation, on peut rajouter également des piétons, et également on va gérer l'environnement lumineux. Donc on va pouvoir faire des tests dans la pénombre, de nuit, ou alors en plein jour. Alors, on va lancer... Allez Léa, on appuie sur le champignon, c'est parti mon kiki. Ah oui, d'accord, donc c'est moi qui conduis là. Ah oui, je vois, j'ai la vision à droite, à gauche, c'est impressionnant. Par contre, le rétro, je vois pas très bien dans le rétro. Donc je peux accélérer. On peut accélérer jusqu'à 50 km/h. Là, je me suis arrêtée. Ouais. Il y a un piéton qui a tracé, et par contre, on peut klaxonner là. Tut, tut. Non, on peut pas. Non. Alors voilà, on a placé ce piéton juste derrière un camion. Ouais. Parce qu'en fait, parfois, ça arrive que les piétons traversent hors des clous. Ouais. Donc voilà, ce genre d'événements indésirables peuvent arriver, ou alors même des véhicules qui sortent de stationnement. Voilà le genre de situation qu'on met en place. Et ce qu'on va évaluer, c'est savoir si des patients qui ont un glaucome à un stade avancé, eux, freineraient trop tard. Vous restez bien au milieu de la voie, c'est très bien. On l'a vu dans notre étude, que des patients glaucomateux vont parfois mordre sur la voie de gauche ou le trottoir. Également, on a vu aussi que ces patients, ils ralentissaient leur vitesse, et en plus, ils exploraient beaucoup plus l'environnement pour être plus à l'aise et être plus vigilants. Voilà. J'éteins le moteur. On va arrêter. Oups. Ouais, j'ai coincé la porte, non ? Voilà. Et voilà. Et là, il y a plein de lumière dans la rue. Calme. Il y a plein de lumière, il n'y a pas de bruit. C'est bien, non ? Et là, vous voyez bien avec cette lumière-là ? Pour marcher, ça va. Oui, d'autant que j'ai le soleil dans le dos. Si on marchait par là, ce serait un peu chiant. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'aller là. C'est-à-dire que la lumière oriente vos pas. Pas toujours. S'il faut aller là, je vais là. Mais quand je peux organiser en fonction d'eux, j'évite d'aller face au soleil, par exemple. Je comprends. Voilà. Donc là, on marche avec le soleil Là, dans on le dos. marche le soleil dans le dos. Pas mal. Pas désagréable. J'ai peur de me casser la gueule. D'abord, à Paris, on se casse la gueule parce que le pavé, tout est très irrégulier. Donc, je marche comme un canard. J'essaye de marcher par moments en levant les pieds. Donc, j'ai l'air d'une demeurée parce que je marche en levant les pieds. Comme Donald Duck, vous voyez, comme un canard. M'en fous, j'assume, quoi. Et il m'arrive le soir, quand il n'y a pas de lumière, de marcher comme ça, avec les bras devant moi. À tâtons. Oui, pour éviter de me prendre quelqu'un ou un poteau, ce qui m'est déjà arrivé. Donc je peux être dans la rue, habillée très bien, et puis je marche comme ça, et je croise des gens qui me regardent et qui se disent « Ah oui, d'accord, la pauvre, elle a l'air complètement à la masse, quoi. » Et ça me fait rire. Donc je marche comme ça, j'avance comme ça, pour empêcher que les gens viennent devant moi, et puis pour être sûr de ne pas rentrer dans quelqu'un. Est-ce que vous avez un bâton, une canne ? Ah non, je ne peux pas pousser. Pas encore. Non, mais attendez, non. Non, je suis pas aveugle, donc j'ai pas de canne blanche. Ah non. Mais marcher la nuit, quand il y a très peu de lumière et que je ne vois pas, oui, est problématique.
Ça devient un véritable enjeu de société de tenir compte du handicap visuel au même titre que d'autres handicaps et d'autres difficultés dans la vie. Et donc d'essayer de faciliter les choses dans des zones théoriquement à risque. Parce qu'aujourd'hui, des patients dans cette situation auront le choix entre se mettre en danger et éventuellement utiliser des signes qui peuvent être canne blanche, canne jaune, pour dire aux autres « attention, je suis un malvoyant ». Alors ça peut être efficace, ça peut aider à créer une certaine compassion ou une certaine aide, mais on sait bien que c'est pas toujours suffisant. Mais en fait, c'est un signal qu'on donne aux autres. Et ça, c'est quelque chose également de très personnel. Beaucoup de personnes en situation de handicap n'ont pas envie de dire aux autres qu'elles ont un handicap ou une difficulté. Le conseil le plus simple à donner, c'est penser aux personnes déficientes visuelles quand on crée quelque chose dans l'espace public. Se dire, oui, il n'y a pas que les déficients moteurs, il y a aussi des déficients auditifs, il y a aussi des déficients visuels. Et quand on crée un espace public, quand on crée quelque chose ou qu'on met des obstacles ou qu'on fait des travaux publics, pensez que il y a aussi des déficients visuels et quelles sont potentiellement les conséquences pour eux. On les voit, il y a quand même beaucoup maintenant d'équipements publics qui sont équipés de petits éléments en braille pour que le patient déficient visuel puisse avoir accès à l'information, des éléments sonores, notamment sur les passages piétons, mais ça manque encore beaucoup. C'est la machine à café. Voilà. Bon, c'est une petite machine brillante, quoi. Voilà, attends. Je rallonge. Elle fait des blagues en plus, cette machine. Il n'y a aucune raison que je change cette machine. On change de pièce. J'ai vu un ophtalmo que je ne vois plus parce qu'il a pris sa retraite, un mec génial qui m'avait dit « Qu'est-ce que vous faites ? Rappelez-moi votre métier ». Et il m'avait dit « Ah bah oui, non, mais c'est juste pas le métier qu'il faudrait faire quand on a la condition ophtalmique que vous avez, c'est-à-dire de la tension, du stress, de la pression permanente. » J'ai dit « Oui, mais bon, je ne vais pas changer de métier. » Donc à partir de là, travaillant dans un métier soumis à la tension, à la pression, au stress, etc., il faut trouver des dérivatifs où il faut trouver des moyens de lâcher prise et d'évacuer cette tension, qui sont physiques et mentaux, la marche à pied, boire du café, non je plaisante, pas boire de café, enfin en tout cas pas plus de 2 par jour, du miel dans l'eau chaude, manger correctement, faire la cuisine, beaucoup lire, beaucoup marcher, se mettre dans l'herbe, non mais voilà, enfin tout ce qui permet d'essayer de trouver un peu de paix en soi, sans s'isoler. Et c'est là peut-être, dans le fond, ce que l'on cherche à mesurer avec les différents outils comme ceux de StreetLab, l'isolement. Car s'il n'y a plus ni mobilité ni autonomie, alors le glaucome a gagné. Et c'est pour cela que je continue d'exercer mon métier, vaille que vaille. Et j'ai de la chance, car autour de moi, tout le monde s'est adapté à mon handicap avec une bienveillance absolue. Vous avez pu l'entendre dans le premier épisode. Mais cela ne va pas toujours de soi. Le problématique du glaucome, c'est que vous pouvez avoir un glaucome très évolué et puis personne ne s'en rendra compte de l'extérieur. Donc on peut avoir une incompréhension, parfois de son environnement de travail ou même de ses proches. Et ça leur pose des problèmes pour les sujets effectivement qui sont en activité, qui ont des glaucomes avec des atteintes importantes. Nous, on les aide avec des certificats médicaux expliquant les difficultés. Et effectivement, il y a des échanges qui se font avec la médecine du travail. C'est pas toujours facile. Donc on travaille effectivement, on fait des courriers, nous, des certificats médicaux pour expliquer la gêne à la lumière, l'adaptation du poste de travail, changer les tailles de police. Donc tout ça, c'est des choses pour lesquelles on essaye d'aider au maximum. Ça fait partie de la prise en charge des patients. Prendre en charge un patient glaucomateux, c'est pas simplement lui donner un collyre ou lui faire une opération pour baisser la tension, c'est faire tout ce qui fait de l'amélioration de la qualité de vie. Le numéro 152 est appelé au bon 1. Connaissez-vous la légende qui expliquerait l'origine de la création de l'hôpital des 15-20 à Paris ? On prétend que Saint Louis, au XIIIe siècle, l'aurait fait bâtir pour porter secours à 300, donc 15 fois 20, chevaliers aveugles, faits prisonniers pendant une croisade. Les Sarrasins leur auraient crevé les yeux avant de les libérer.
Cette histoire est aujourd'hui contestée par les historiens, mais elle a le mérite de définir le rôle de l'institution médicale. Pourvoir aux soins, mais aussi accompagner les patients dans leur quotidien et dans leur rémission. C'est d'ailleurs dans cette optique, sans mauvais jeu de mots, qu'a été créé en février 2024 l'Institut de réadaptation visuelle Saint-Louis. Il propose un parcours de soins à 360 degrés grâce à une équipe pluridisciplinaire pour une prise en charge globale. Il nous a paru extrêmement important de structurer la prise en charge de ce qu'on appelle la basse vision. C'est pas la cécité, c'est la basse vision, le handicap visuel, avec des orthoptistes, des psychologues, des ergothérapeutes, des médecins. C'est-à-dire d'essayer d'aider les patients à utiliser la vision qui leur reste. Apprendre à se servir d'une canne blanche, par exemple, avec l'aide de psychologues, avec l'aide d'orthoptistes, pouvoir développer des capacités d'utiliser les autres sens pour justement améliorer la qualité de vie des patients. Et puis, dernier point, on fait aussi ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est au sein du centre du glaucome. Donc le centre du glaucome, c'est une entité de l'hôpital national de la vision qui est dirigée par le professeur Jean-Philippe Norman, qui est une structure qui a pour objectif la prise en charge en pratique clinique des patients glaucomateux. Y est développée cette éducation thérapeutique. Bien sûr, c'est au sein du centre du glaucome, parce que mieux le patient comprend sa maladie, mieux il comprend les enjeux de la maladie, mieux il va accepter son traitement au long cours. Plus le malade est informé sur sa maladie, mieux il pourra être pris en charge, mieux il va adhérer à cette prise en charge, et meilleure sera son efficacité. Et je voudrais insister aussi sur une initiative qui a été créée par Sorbonne Université, que l'on appelle l'Université des patients. C'est-à-dire que Sorbonne forme spécifiquement dans des pathologies précises, des gens qui sont concernés, sur des maladies, alors en l'occurrence des maladies oculaires. Et l'année dernière, nous avons formé 7 patients, le but étant de créer des patients, ce qu'on appelle des patients partenaires. Alors là, il s'agit véritablement de patients qui viennent s'impliquer dans les structures hospitalières, qui viennent interagir avec d'autres patients dans les zones où il y a des soins, et donc discuter, leur expliquer leur propre parcours, mais également interagir avec les soignants, ce qui est aussi important. C'est-à-dire expliquer en tant que patient les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ils ont aussi beaucoup de suggestions pour qu'on puisse aider nos patients. Quand la maladie touche les yeux, on peut se sentir très seul, avec la sensation de nager en eau trouble, constamment à la recherche de balises sur lesquelles se reposer. Pour moi, tous les moyens sont bons pour sortir de cet isolement, et l'écriture en a été un. J'ai ressenti le besoin de raconter ce que je vivais, ce que je traversais, et en 2019 est paru mon livre « La nuit se lève ». Est-ce que vous avez encore des choses que les lecteurs vous ont envoyées ? Pas ici. À la campagne, j'ai une boîte avec des lettres, des objets, même des bouts de tissu trempés d'après un lecteur dans une eau d'un petit ruisseau qui passait derrière une chapelle, et c'était une eau, si on se la mettait sur le visage et sur les yeux, ça rendait la vue. J'ai évidemment pas fait, je me suis dit, on sait jamais, il y a peut-être des bactéries ou des trucs absolument dégueulasses, involontairement, hein, évidemment. Mais oui, j'ai une boîte entière avec des tas de... Non mais absolument géniaux, quoi. Des messages, des cartes, soit d'encouragement, soit beaucoup de gens qui disaient « oui, je vis la même chose ». J'ai juste écrit ce que je ressens ou ce que je traverse. Voilà, c'est ça, les messages que j'ai reçus. C'était essentiellement ça. Les associations sont très précieuses pour nous accompagner dans la maladie et nous aider à y voir plus clair. Et notamment une association qui a mis en place un bus du glaucome. Il sillonne la France et propose des dépistages gratuits. Oui, alors c'est l'UNADEV dont vous parlez, Union nationale des aveugles et déficients visuels, qui s'est beaucoup investi pour le dépistage du glaucome parce que c'est une maladie qui est asymptomatique, donc les patients ne ressentent pas les symptômes, et donc il faut en faire le diagnostic avant que les symptômes apparaissent, vu que les symptômes apparaissent alors que la maladie est souvent déjà très évoluée. Alors, il faut savoir que le dépistage du glaucome tout venant est très discuté en termes de santé publique. Ça nécessite des moyens très importants. Comme la prévalence du glaucome est finalement dans la population générale assez rare,
Le dépistage dans la population générale se discute. Le diagnostic et le dépistage du glaucome restent encore une démarche souvent personnelle, notamment lors des examens ophtalmologiques. Donc c'est pour ça que c'est important et qu'on conseille des consultations, notamment à partir de 40-50 ans, parce que plus le diagnostic sera fait tôt, plus le traitement pourra être mis en route tôt et moins le risque de perte fonctionnelle visuelle sera important. En France, ça reste une des causes majeures de cécité derrière la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc il faut sensibiliser les gens. J'ai relu cet été le bouquin d'un mec dont je parle dans mon petit livre La nuit se lève, qui s'appelait Jacques Lucéran, et qui a écrit son histoire. Et son histoire, c'est celle d'un gamin qui devient aveugle à 8 ans, et qui devient résistant à 19 ans, et qui a une vie extraordinaire, et qui est déporté, qui sort de la déportation, qui revient, qui est libéré. Et l'histoire du rapport de cet homme à sa cécité est absolument stupéfiante. C'est-à-dire qu'il se sentait plus fort, plus voyant, parce qu'il était aveugle. Non, c'est un livre extraordinaire. Voilà, donc c'est un livre que je relis régulièrement. Qui me donne de la force. Je sais pas si ça me donne de la force. Peut-être. En tout cas, Mazette, je vous salue, monsieur. C'est étrange d'ailleurs parce que le titre du livre, immense livre, de Jacques Lucéran est « Que la lumière fût », tandis que le mien évoque « La nuit qui se lève ». Jacques Lucéran, lui, n'a pas cherché à retarder sa nuit. Il a au contraire plongé pour mieux voir du dedans. J'admire sa force spirituelle. Et je me dis qu'il n'aurait évidemment pas accepté d'être opéré du glaucome s'il en avait été atteint. Pourtant, la chirurgie fait beaucoup de progrès. Et c'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. C'était Au fond des yeux, une enquête originale de l'hôpital des 15-20, l'Institut de la Vision et l'IHU Foresight pour la Vision. Une production de Studio Ose. Avec la complicité d'Elisabeth Quint, la participation du professeur Christophe Baudouin, du professeur Antoine Labbé et d'Ariel Zenouda. Reportage Léa Minot. Réalisation Juliette Medevielle. Mixage Simon Zrac. Production Lorraine Pagès.